Bonjour tout le monde, ici Saméline Rompré et bienvenue à votre troisième émission de 10 épisodes de Laval 50 ans ma ville, ça se raconte. Aujourd'hui, on vous racontera l'histoire de Curé Antoine Labelle et Éric Rémy reçoit pour nous Marcel Tessier. On vous présente les images du spectacle de Pierre Lapointe et de Laval en blanc. Benoît Gagnon vous fera découvrir une des tendances gourmandes en ce moment. Un Lavallois d'origine grecque nous fait part de ses découvertes avec les couleurs de la Grèce au cœur de Chomédé. La firme Dunton Rayville a inauguré officiellement ses locaux de Laval situés au Centropolis. Son président, Maître Rainville, nous y reçoit. Le saviez-vous? Il y a des graffitis légaux. Oui, oui. Alors, on vous présente le très talentueux Lavallois Olivier Gaudet, artiste urbain, pour vous en parler. On vous donne aussi la parole pour nous raconter Laval à votre façon en Vox Pop. Et ouvrez vos agendas, je vous donne les dates des activités à venir pour avril durant le 50e. Laval, 50 ans ma ville, ça se raconte et ça commence maintenant. De notre segment historique, comme à chaque épisode, où Éric Rémy rencontre notre historien passionné préféré, Marcel Tessier, pour nous faire découvrir, cette fois-ci, Curé Antoine Labelle. Dans cette capsule d'histoire présentée dans le cadre du 50e anniversaire de Ville de Laval, on va faire plus ample connaissance avec le fils d'un cordonnier dont les bottines n'ont toujours pas été comblées. Il s'agit du curé Antoine Labelle. Exactement. N'est-ce pas, monsieur le professeur? Ah oui, c'est un grand bonhomme. 6 pieds 3 pouces, 300 livres. Oh, curé Toute Labelle. une pièce d'homme. Toute une pièce d'or, qui est né à Sainte-Rose. En 1833, c'est ça? Exactement, 1833. Imaginez-vous ce bonhomme-là à Sainte-Rose qui va devenir le roi du Nord. Oui, alors, c'est important. Pourquoi est-il devenu si important, justement, Marcel? D'abord, il va être ordonné prêtre. Il va faire son cours à Sainte-Thérèse, son cours classique, sa théologie à Montréal. Et à un moment donné, il va être nommé comme tous les jeunes vicaires dans certaines paroisses. À un moment donné, il va être vicaire tout près des lignes américaines. OK? Et puis, il s'aperçoit que c'est plein de Canadiens français qui quittent la province pour s'en aller vivre aux États-Unis. Donc, c'est la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, exactement, travailler dans les manufactures, puis tout ça. Alors, il regarde ça, puis il appelle son évêque, puis il dit, si ça continue comme ça, je m'en vais avec eux. Je m'en vais avec eux parce que ça n'a pas de bon sens. Encore une fois, la religion catholique, c'est très important à cette époque-là. Alors, je m'en vais avec eux. Alors, l'évêque, Monseigneur Bourgette, va lui donner la cure de Saint-Jérôme. Et à la cure de Saint-Jérôme, c'est une cure extraordinaire qui est assez riche à cette époque-là. On a de l'argent dans ce coin-là. Il y a de l'argent. Et là, il va avoir l'idée. Moi, je veux ouvrir les terres, le nord, jusqu'à la baie du Tson. Imaginez-vous, son idée première, c'était ça. Il y avait un petit peu de Régis Lebaume en lui. Hein? Oui, pas mal de Régis Lebaume. Mais il pensait ça vraiment. Puis il dit, je vais planter un colon à la place de chaque épinette, imaginez-vous. Et puis là, bien, c'est sûr que ça ne se fera pas. Seulement, son intention première, c'était ça. Il était là En fait, c'est lui qui est à la source même de la colonisation du Nord. Toutes les terres, bon, ensuite Saint-Sauveur, Sainte-Adèle et toutes les autres villes, c'est lui, ça. C'est ça. Au départ, il existe Terrebonne, il existe Sainte-Anne-des-Plaines, il existe jusqu'à Sainte-Adèle, à peu près Sainte-Agathe. C'est habité par des colons. À partir de Sainte-Agathe, vers le nord. Jusqu'à Mont-Laurier. C'est ça, jusqu'à Mont-Laurier, c'est le curé Labelle qui a fait ça. Une soixantaine de paroisses, une soixantaine de villages. Donc, c'est beaucoup déjà. Quand tu dis ça, Marcel, c'est-à-dire qu'il a poussé les gens à s'exiler dans ces régions-là, Exact. à développer, à enlever, enfin, à défricher les terrains? Exactement. Comme c'est arrivé souvent dans notre histoire. En Abitibi, ça a été ça aussi. Exactement. On appelle ça de l'agriculturisme. Oui. Quand il y a beaucoup de chômage, alors les gens, surtout les premiers ministres du moment et l'Église catholique disaient, écoute, on va envoyer ces gens-là sur des terres nouvelles pour essayer de défricher et fonder une paroisse, bâtir une église et les rassembler à l'intérieur de cette église-là pour en faire de bons catholiques et de bons Canadiens français. Donc, c'est pour ça que la religion catholique demandait aux familles d'avoir plusieurs enfants. Mon Dieu Seigneur, pour
en fait, l'occupation du territoire, d'une certaine façon. L'occupation du territoire, mais il y a aussi la morale catholique à cette époque-là. Écoute, là, quand tu faisais l'amour, c'était pour avoir des enfants. Hein? Tu fais pas l'amour sans ça, c'est péché mortel, puis tu vas aller en enfer, puis là, tu vas souffrir pendant toute l'éternité. Imagine-toi le nombre d'années que tu vas passer là. Oui, je sais. Je pensais justement à toi. Mais toi, tu es élevé avec cette notion-là, Moi, Marcel. j'ai été élevé là-dedans. Écoute, quand j'étais plus jeune à Saint-Henri, je demeurais à Saint-Henri, on n'avait pas le droit de passer à l'Halloween. Pourquoi? Parce que c'était une fête des morts où on ridiculisait les morts. Et le 1er novembre, c'était la fête de la Toussaint. Alors nous autres, se moquer des morts, c'était comme aller en enfer. OK. Parle-moi du chemin de fer, le petit train du Nord. C'est parce que le curé Labelle, pour aller dans son nord, ça y prenait le chemin de fer. OK? Parce qu'il disait, les États-Unis se sont pas bâtis l'Ouest américain en wagon. C'est ça. Le chemin de fer. Oui, parce que sinon, c'était quoi? C'était des carrioles? Exactement. Alors, il va se battre pour avoir le chemin de fer. Et pour ça, c'est un... Le curé Labelle, il va devenir sous-ministre de la colonisation. Il était ratoureux, il savait où il y avait le pouvoir. Mais un petit peu, il va s'entourer de politiciens importants, très importants, et du bord des libéraux et du bord des conservateurs. Honoré Mercier, Chapelot, les deux adversaires politiques, mais ce sont les amis du curé Labelle. Alors, à un moment donné, il va tirer ses cordes selon ses besoins. Mais comme sous-ministre de l'Agriculture, il va devenir un personnage très important. Quand il va appeler Mercier, il va dire, écoute, Mercier, je veux avoir un chemin de fer. Alors, Mercier va y penser 2 fois avant de dire non. Ça a été quoi ces grandes batailles au curé Labelle? C'est une bataille terrible. D'abord, quand il va avoir son chemin de fer, on ne veut pas lui donner pour toutes sortes de raisons. On veut pas, les grosses compagnies ne veulent pas que leur bois dans la forêt soit détruit, puis qu'ils perdent de l'argent, puis tout ça. Donc, un chemin de fer, c'est ça que ça fait. C'est le chemin de fer. Corridor, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Alors, à un moment donné, il va commencer par Montréal-Saint-Jérôme, mais c'est un astucieux. On manque de bois à Montréal, puis on est en plein hiver. Alors, ce qu'il va faire, le curé Labelle, il va prendre des habitants, des colons, il va faire couper du bois, et il va charroyer ce bois-là jusqu'à Montréal pour que le maire de Montréal, puis ces gens-là, à ce moment-là, disent « Bien, vous nous avez rendu service, on va mettre un peu d'argent dans la cagnotte. » Alors, c'est de même qu'il a eu sa première partie de chemin de fer. Mais jusqu'à Mont-Laurier, ça va se faire après sa mort. Il est mort en 1891 et je pense que le chemin de fer va se terminer à Mont-Laurier en 1909. Quand j'ai fait mes recherches, je me suis aperçu qu'il a fini sa vie presque, je dirais, d'une façon, pas en disgrâce, je vais dire. Hein? Il a été... Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu les conservateurs qui se sont mis sur son cas, c'est ça? Il y a ça, mais il y a aussi Monseigneur Fabre. Monseigneur Fabre, Fabreville. Ah, oui, c'est ça. C'est le successeur de Monseigneur Bourgette. Alors, le curé Labelle va avoir son diocèse à lui. Il veut que le diocèse de Saint-Jérôme devienne, cette partie-là de l'Église devienne un diocèse. Et Fabre, Monseigneur Fabre, qui ne veut pas perdre d'argent, va s'opposer à ça. Alors, à ce moment-là, ça va lui faire énormément de peine à Monseigneur Labelle, parce que même s'il n'est pas évêque, il est quand même comme une espèce de chanoine avec un ceinturon violet. Il est en train de perdre son pouvoir, d'une certaine façon. Exactement. Et lui, il se dit, bien, on n'a pas reconnu vraiment ce que j'ai fait. T'sais. Et les politiciens, je ne parle pas de vous, mais les politiciens en général, ils servent de gens ou de personnes quand ils en ont besoin. Hein? Mais quand ils n'en ont plus besoin, hein, on les met de côté. C'est un peu ça qui est arrivé. D'ailleurs, dans le Montreal Star du 26 décembre 1886, on a fait une entrevue avec lui. Et il avait déclaré avoir été la victime que l'on a couverte de fleurs pour mieux l'immoler. Ça explique bien le contexte dans lequel il s'est retrouvé. C'est une très bonne recherche, c'est exactement ça. Et dans le fond, il est mort un peu avec beaucoup de peine au cœur. Oui. Parce qu'il n'a pas réalisé ce qu'il voulait réaliser. C'est sûr qu'il visait très haut. Seulement, quand les politiciens ils ont fait ça, puis son évêque surtout, Fabre, son évêque, il n'en est pas revenu. Il était très peiné. Il a été très trahi. D'ailleurs, il désirait à ce moment-là quitter l'Église, se retirer sur ses terres jusqu'à la mort de sa mère,
Ensuite, il voulait tout vendre, s'exiler en Europe et mourir à Rome. Malheureusement, il est décédé 374 jours plus tard, après avoir dit ça, à Québec, à l'âge de seulement 58 ans, Marcel. Exactement. Il faut dire, juste pour nous rappeler tout à fait, Arthur Buis, ça vous dit quelque Oui, chose? C'est un journaliste, un gars important, un écrivain. Même s'il était athée puis détestait l'Église catholique au bout, il est devenu un conseiller puis même un bonhomme qui a aidé le curé Labelle. C'est pour vous montrer que le curé Labelle, quand même, il était très large d'esprit. Il a même accueilli, bien sûr, Arthur Buis pour l'aider dans son œuvre. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire, d'abord, ne manquez pas nos prochaines chroniques, les capsules, mais également, il y a différents livres que Marcel Tessier a écrits, dont, entre autres, Je me souviens, Marcel Tessier raconte tome 1, tome 2, et Marcel Tessier raconte notre histoire. Marcel, monsieur le professeur, à la prochaine. Merci, Merci, Marcel. Laval-en-Blanc fêtait ses 10 ans. Pour le 50e, le coup d'envoi s'est fait magistralement. On regarde ce qui suit. Le samedi 31 janvier dernier, à 19h30, les festivaliers étaient invités à se rassembler aux berges des Baigneurs, derrière l'église Sainte-Rose de Lima, pour admirer les feux d'artifice qui donnèrent le coup d'envoi des festivités. L'église Tant qu'à elle a ouvert ses portes pour Pierre Lapointe qui présentait son spectacle Punk'd, couronné spectacle de l'année au dernier gala de la disque. Tandis que sous le chapiteau, Vent du Nord proposa de la musique traditionnelle, question de réchauffer nos cœurs durant cette soirée froide sibérienne. Bibliothèque Yves Thériault qui a eu lieu le lancement du recueil des écrits et des poèmes des gens d'ici, des citoyens. Et j'ai avec moi celle qui a marrainé le projet en tant que tel. Madame, elle est écrivaine et auteure et poète, Madame Nancy Lange. Bon, ça, c'est les ateliers Je vous écris de mon quartier et le projet s'appelle Écrire les lieux. Et il y a un volet qui est participatif, donc qui va se faire dans plusieurs bibliothèques. C'est une série d'ateliers d'écriture qui dure 2 mois chacun. Et à la fin de chaque série d'ateliers, il y a la production d'un livre qui va demeurer ensuite à la bibliothèque. Et un exemplaire aussi étant remis à chacun des participants. Et il y a aussi un spectacle, une mise en lecture. Comme on vient d'assister ce soir. Voilà. Alors ça, c'est un des volets du projet. Dans le projet, il y a aussi un concours d'écriture qui s'intitule « La rivière d'Émile-Île m'inspire ». Là, on avait fait un premier appel de texte. Ça, c'est ouvert non seulement aux gens de Laval, mais aussi aux gens de l'extérieur. Et il y a certains critères, là, de certaines longueurs maximales. On peut se renseigner sur le site des célébrations 50ans.laval.ca.
Voilà. Alors ça, c'est les 2 volets participatifs. Et là, on avait fait un premier appel de texte. Alors, il y a une lauréate qui a été choisie. Il y avait 5 finalistes, dont une lauréate qui a été choisie pour la bibliothèque. Et ça va avoir lieu aussi dans 5 autres bibliothèques. Et à la fin de l'année, il va y avoir un grand gagnant qui va se mériter un prix et dont le texte va être exposé pendant 1 an au Centre d'interprétation de l'eau de Sainte-Rose. Cette chronique vous est présentée par Locus. Brillez jusqu'au bout des doigts. Brillez jusqu'au bout des doigts. Locus. On découvre le côté épicurien d'un de vos animateurs préférés, Benoît Gagnon, en vous faisant découvrir à votre tour le restaurant La Réserve. Bonjour! Aujourd'hui, on vous fait découvrir un autre petit bijou de Laval, le restaurant-brasserie La Réserve. On vient rejoindre nul autre que Benoît Gagnon et on va découvrir les spécialités du chef. On est à la découverte d'un nouveau restaurant qui s'appelle La Réserve. Alors, on a pensé évidemment à Benoît Gagnon, quand tu es un passionné de restauration. Dis-moi, à date, premier coup d'œil, comment tu trouves l'endroit? Écoute, dès que je suis arrivé à l'extérieur, puis je le disais aux gars tantôt ici quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était beau, c'est impressionnant quand tu arrives, ça fait le coin de la rue ici. Et c'est très impressionnant, c'est massif, il y a le feu à l'extérieur. Oui, le feu, j'ai remarqué moi aussi. Ça fait beaucoup de vie, tout ça. La bâtisse est très éclairée. Et là, quand tu arrives, écoute, c'est grand, c'est vaste, ça sent bon, c'est accueillant. Il y a la cave à vin en rentrant, il y a le grand bar qui prend place au centre comme ça. Il y a le champagne quand on est arrivé. Et ce qui est cool aussi pour les amateurs de sport, moi, je pense qu'à Laval, ça va devenir un incontournable pour venir voir un match de hockey. Parce que oui, il y a d'autres restaurants spécialisés dans le sport qui font des trucs comme ça. Mais ici, par exemple, il y a des écrans partout, tu vois bien. Il n'y a pas un endroit dans le restaurant où tu es mal placé. Tu peux voir partout les écrans qui sont placés. Il y en a un immense, gigantesque au-dessus du bar. Et en plus, tu manges bien. Et ça me fait triper parce que, oui, c'est le fun d'aller prendre une bière entre chums de gars et voir un match de hockey. Mais ça, en plus, on peut s'asseoir, prendre un bon verre de rouge et bien manger. Je pense qu'ici, c'est la destination à Laval là, pour venir le faire. Mais dis-moi, tu as l'air vraiment passionné de la restauration. Ça vient d'où, cette passion-là? Écoute, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours trippé là-dessus beaucoup. Ma mère et mon père étaient des gens qui aimaient la bonne bouffe, qui aimaient la restauration, qui aimaient sortir au restaurant, découvrir des choses et tout ça. Et très jeunes, ils ont habitué, et mon frère et moi, à essayer des plats, à essayer des restaurants, à ouvrir nos horizons sur ce qui se fait de façon générale. J'ai toujours trippé là-dessus. Mes parents avaient des amis restaurateurs, donc souvent j'avais la chance d'aller dans une cuisine puis voir comment ça se passait, puis voir à la passe quand les plats sont prêts, qu'on appelle les tables, qu'on sorte les plats chauds sur le plancher. Ça m'a toujours impressionné quand j'étais petit et plus je grandissais, puis je me rendais compte que c'est quelque chose que j'aimais faire. Et quand après ça, j'ai eu l'occasion de faire en affaires un bond en restauration, je l'ai fait tout de suite. Et là, j'ai ouvert il y a quelques semaines, là, au coin de Notre-Dame et McGill, dans le Vieux-Montréal, un bar gastronomique qui s'appelle Commerce, avec Georges et Martin. Martin Junot, le chef, qui est chef propriétaire du Pastaga aussi. Et ça va super bien, puis on est content, puis on a une belle place. Puis c'est drôle parce que je peux faire des similitudes un peu entre ici et chez nous. C'est grand, c'est vaste, c'est chaleureux, et c'est ce qu'on voulait avoir nous aussi. Une bonne place sans prétention, où tu peux aller prendre un verre, avoir du plaisir avec des amis, puis passer une belle soirée. Puis c'est exactement ce que les gens ici, à la réserve, semblent offrir, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est ce que je perçois. Alors, on est avec Philippe Doucet, le chef du brasserie-restaurant La Réserve. Dis-moi, ça fait combien de temps que La Réserve, ça existe? On a ouvert le 7 juillet, dans le fond, cet été. Puis depuis, c'est un succès. Ça a été un succès fou en partant. Puis là, on a passé Noël, une super belle fête. Où est-ce qu'on est exactement si les gens veulent venir vous voir? C'est à Laval-Ouest, sur le boulevard Arthur Sauvé. Vous prenez Dagenet-Ouest, après ça, c'est en ligne directe. Fait que 6000 boulevard Arthur Sauvé à Laval-Ouest. C'est quoi ton coup de cœur ici? Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir ce soir? Bien, c'est beaucoup... moi, je suis beaucoup axé sur la présentation.
je prends des ingrédients qui sont très simples. Puis j'essaie de faire une présentation qui est très wow, pour que les gens reviennent, puis que ça passe une belle soirée, puis que ça mange bien. Puis c'est, comme je vous dis, c'est des plats simples, mais avec un petit twist. Puis ton plat préféré sur la carte? Moi, je suis un gars qui aime beaucoup le bœuf, donc bavette de bœuf, ça c'est la spécialité de la maison. Toi, ça fait combien de temps que tu es chef? C'est quoi ton background en tant que chef? J'ai commencé au Bleu Blanc Rouge à Rosemère comme sous-chef. J'étais là pendant 4 ans. Après ça, j'ai eu mon propre restaurant pendant 4 ans. Et après, Qui était? le Saint-Faustin à Saint-Jérôme. J'étais chef copropriétaire pendant les dernières années. Et après ça, j'ai rencontré André Lacasse, le directeur général, et je me suis emmené ici pour partir le projet avec lui. Dis-moi, c'est quoi les choses que tu es plus fier d'avoir accompli au niveau professionnel dans ta vie? Écoute, il y a plein d'affaires, mais je te dirais que moi, je suis un petit curieux de nature. Tu sais, si je fais cette job-là depuis 25 ans cette année, c'est parce que je suis curieux et je pense que j'ai été gâté de faire ce travail-là, qui est le travail que je devais faire dans la vie parce que j'aime ça puis je suis passionné par ce que je fais. Mais juste d'avoir eu la chance de rencontrer tellement de monde tripant. Là. Moi, je suis un fan dans la vie. Tu sais, je suis un fan de sportifs, je suis un fan de chanteurs, de chanteuses, de comédiens, de comédiennes, d'hommes politiques. Et d'avoir eu la chance de rencontrer plusieurs personnes connues et d'avoir la chance d'échanger avec eux autres, de jaser, de faire des entrevues, de prendre le temps de jaser, de découvrir, de partager un même cart de golf dans un tournoi de golf, juste à cause de la job que je fais. Après 25 ans, là, de ne pas m'être perdu à travers tout ça, puis d'avoir le même émerveillement, puis la même passion après 25 ans, c'est de ça que je suis fier, parce que je fais encore ce que j'aime. Il y a encore plein de projets, il y a encore des gens qui me trouvent pas pire, qui me trouvent pas pire bon pour m'engager. Alors ça, je suis content de ça. Je pense que le plus bel accomplissement, c'est ça, c'est d'avoir fait 25 ans jusqu'à maintenant. Je sais pas combien d'autres années il y a devant moi, mais ça, je suis pas mal fier de ça, parce que 25 ans à 43 ans, j'ai commencé super jeune, je suis très fier de ça. Pour notre segment diversité, mon ami Nick Papayannis-Lavallois est président de la compagnie Absolute Disco, qui fête d'ailleurs ses 15 ans de service dans le domaine divertissement événementiel, nous amène découvrir quelques-uns de ses endroits grecs préférés d'ici. Etho Elleniki Laval. Dans notre segment grec, c'est du côté du citoyen qu'on nous amène. Monsieur Nick Papayannis de Absolute Disco va nous faire parcourir quelques places à Laval, question de vous donner un goût de ce merveilleux pays qu'est la Grèce. T'es canis, Nick? Polikala, ici. Imekala. Tu es originaire de la Rive-Sud, tout d'abord. Maintenant, tu es à Laval. Par contre, c'est ton père, qui est évidemment grec d'origine, qui est arrivé ici en premier, ton patriarche, vers 1900... Ça devient de 1968. Il a commencé sa vie en Rive-Sud. Ce business de restauration parti en Rive-Sud aussi. Et grossit aujourd'hui dans la restauration. Et maintenant, toi, tu fais dans le domaine du divertissement. Et évidemment, tu es parti de rien, là, parce que ton père, lui, c'était du côté restauration, comme toute bonne famille grecque. Il y a beaucoup de Grecs dans la restauration. Et toi, tu es allé du côté divertissement, tu as pris les racines de l'entrepreneuriat pour te partir en affaires. Oui, j'ai parti en 99 la compagnie Absolute Disco. On fait affaire beaucoup à Laval aujourd'hui. Dans les salles de réception, dans les hôtels. On est devenu la plus grosse compagnie ici à Montréal, grecque. Et on fournit tout ce qui est éclairage, système de son, les mariages et corporatifs. Là, en ce moment, on est dans l'enceinte du Château Royal, qui est la deuxième salle de réception la plus connue à Laval. Et c'est le propriétaire, originalement, c'était le propriétaire du palace. Et là, c'est une collaboration. Il est arrivé ici en 1990, je pense, le Château Royal a été construit. Puis lui, il est devenu copartenaire en... 93, oui, c'est bien ça. Monsieur Bill Zanis, qui est opérateur aujourd'hui du Château Royal, fait tous les événements, non seulement grecs, mais c'est une entreprise grecque que tous les événements grecs se font et on est fiers de ça.
Une tradition pour toi qui est carrément grecque, parce que là, on veut découvrir tes origines. Donc, quelque chose qui est important au niveau des fêtes, ça serait quoi les fêtes les plus importantes chez vous? Oh mon Dieu, on a plusieurs fêtes, surtout le 15 août, on célèbre. C'est sûr qu'ici, on célèbre aussi la Saint-Jean-Baptiste, même si c'est connu séparément. On fait nos festivals. On a surtout Pâques. C'est sûr, il y a une comédie qui dit que les chocolats sont moins chers à notre Pâques qu'aux catholiques, mais c'est tout le temps après. Mais des fois, ça tombe ensemble. On fête Noël comme tout le monde, le jour de l'an, tout ça, on fête en même temps que tout le reste des gens. Alors, on fête pas mal. Ici à Laval, qu'est-ce qu'il y a de bon? C'est qu'on a un peu de tout. On a un peu des restaurants, on a un peu des épiceries, on a un peu des desserts cafés, on a un peu de divertissement. On peut faire tout à Laval. Des gens d'ailleurs viennent à Laval pour magasiner et prendre un café ou dans des restaurants pour manger. Donc, vous aimez sortir et recevoir est une grosse partie là, de votre communauté. Et c'est ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui. Tu vas nous faire découvrir quelques places qui sont pour toi. Évidemment, on n'aurait pas pu faire toutes les places parce qu'il y en a tellement. Mais on va aller à deux places, Village grec et l'autre, c'est Puff. C'est bien ça? Tu vas nous faire découvrir ça aujourd'hui, là. Oui, on va aller bien manger des mets grecs de village avec notre ami Terry qui va nous commander pour leur plat. Et après ça, notre dessert et café au Puffs par Bill qui va nous apprendre. Comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure, les Grecs, c'est reconnu le divertissement, la famille et la nourriture. Là, on passe à probablement un de tes activités favoris, puis c'est de manger typiquement grec au village grec, qui est un restaurant plutôt, qui est bien connu depuis 1977, qui a une super réputation. Oui, c'est très bien connu ici à Laval. Dîner, souper. Tout le monde se ramasse ici en général pour au moins manger la nourriture grecque en général, le gyro, le poulet pita et le souvlaki qui est très bien connu. Et on se réunit ici pour dîner souper. Au niveau de la nourriture qui est vraiment typiquement grecque, là, on a aussi le pasticcio, puis on a, c'était quoi l'autre, le moussaka, c'est ça? Oui, ça c'est la nourriture grecque, cuisine grecque qu'on connaît bien dans les familles grecques. Puis c'est fait par les Grecs seulement, ça c'est bien, c'est une belle nourriture. Est-ce qu'on est plus légumes ou viande? Oh mon Dieu, viande surtout. Moi, oui, personnellement. Là. Donc là, dans quelques instants, on va déguster des plats qui sont typiquement grecs. On mange quoi aujourd'hui? Oh mon Dieu, on va manger un peu de tout. On va commander un petit pikilia. On va... Ça se trouve être des hors d'œuvre. Oui, c'est pikilia, c'est entrée grecque. Après ça, on va avoir le gyro, la viande. On a le poulet pita qu'on va essayer aussi. Et la sauce tzatziki qui est très bien connue. Là, on a notre pikilia qui se trouve à être des hors d'œuvre mélangés. On a, entre autres, tu peux nous expliquer? Oui, on a tiropita, spanakopita, tzatziki, taramosalata, concombre, feta et tomates dans une assiette. Kaliorexi. Kaliorexi. C'était vraiment délicieux. Donc, on peut voir ici, là, ça, c'est typiquement grec, hein? Oui. Tu demandes de la bouffe pour 2 personnes, tu en apportes pour 15. C'est une cuisine grecque, c'est tout le temps comme ça. Et comme si c'était pas assez, là, on s'en va prendre un café et un dessert. Tu nous apportes où? Alors, on va aller au Puffs. Comme si on n'avait pas assez mangé tantôt, c'est la tradition grecque. On ne peut pas sortir de table sans voir notre dessert. Tu nous fais découvrir quoi, Nick? Aujourd'hui, on va découvrir un peu le dessert qui est connu très bien dans le marché grec, le loukoumades et le café frappé, qui est très bien connu ici à Laval surtout.
Et je vais vous laisser le propriétaire Bill Sionis vous expliquer le concept de ce type de magasin. Bonjour Billy, merci de nous recevoir. Bienvenue, c'est mon plaisir. Alors, comment ça vous est venu comme idée de faire ce concept de restaurant qui est assez unique? Oui, c'était assez unique. C'est le seul, non seulement ici à Montréal, mais partout en Amérique du Nord. Ça fait 10 ans que j'ai commencé ce concept. Ça m'est arrivé une journée pendant que je servisais du genre à un restaurant. J'étais serveur avant. Puis je me suis dit, pourquoi pas servir ce produit ethnique, traditionnel grec, qui est un trou de bain grec, mais le servir comme produit direct. Alors, avec ça en main, j'ai commencé la compagnie, puis le concept. Puis ça fait 4 ans qu'on a ouvert notre premier magasin ici à Laval. Puis on offre non seulement nos beignets, mais aussi des cafés glacés, des pâtes grecques traditionnelles. Mais notre produit vedette, c'est nos puffs. C'est quoi un puff? Un puff, c'est un produit végétalien, sans œufs, sans produits laitiers. C'est cuit sur commande et glacé sur commande. Vous avez des choix entre le miel cannelle, chocolat noisette, roulé au sucre, sirop d'érable, caramel. Durant l'été, tu peux le servir aussi avec la crème glacée aussi. Puis on a l'intention d'ouvrir d'autres franchises à travers le Québec. Typiquement, notre menu est complimenté avec des cafés glacés. Café glacé vedette, c'est ce que Nico est en train de boire. C'est un café frappé. C'est un café instantané glacé. Tu peux l'avoir avec du lait ou sans lait, avec du sucre. Ça a l'air d'avoir comme du chocolat, mais il n'y en a pas, là. On en offre aussi avec du chocolat. Un genre de mocha? Oui, un frappé mocha ou un latte mocha. On dit quoi, Yassas? Oui. Le plat de résistance s'en vient. Notre produit vedette est ici. Je vous présente nos puffs, traditionnellement reconnus comme des loukoumades. Ici, j'ai 4 saveurs différentes. Ici, à Mr. Puff, on en offre 6. J'ai le traditionnel qui est le miel cannelle, le roulé au sucre, le caramel puis le chocolat. C'est un produit végétalien. Ça contient moitié le gras puis moitié le calorique qu'un Timbit. Puis c'est servi toujours chaud et frais. Ça, vous avez fait ça, là, 4 ans, vous avez présenté votre projet à l'émission en anglais de Dragon's Den, c'est ça? Il y a quelques années, on est allé à Toronto puis présenter le concept. Ça a été bien reçu. On avait fait une entente temporaire avec M. Treleving de Boston Pizza. Mais par contre, présentement, on n'est pas en partenariat avec eux. Mais ça se peut que dans le futur, avec une aide financière de quelqu'un, d'en ouvrir plusieurs autres succursales. Puis vous avez ici le mur des célébrités. Vous avez plusieurs célébrités? On a plusieurs célébrités qui sont venues déjà, mais j'aimerais avoir un mur de célébrités qui ont déjà goûté nos puffs. Les desserts grecs, est-ce qu'on a besoin d'avoir un événement spécial ou non? C'est vraiment typiquement tous les jours? Un loukoumad est généralement traditionnellement servi durant un événement ou une festivité parce que ça prend du temps et du cœur de le préparer. C'est pas quelque chose que tu peux le faire. Alors, c'est pour ça que nostalgiquement, nos parents faisaient un loukoumad seulement un temps spécial ou un événement spécial. Comme Noël, par exemple, Pâques? Oui, Pâques, Noël, ou ta fête, ou peu importe. Oui. Alors, pour nous, notre compagnie, c'est une compagnie d'événements aussi. On offre un service de traiteur, on a une roulotte, on se promène, on fait des festivals aussi. Oui. Puis, parce que c'est un produit nostalgique, mais c'est un produit qui est généralement servi à un événement spécial. Efkaristo, Nick, merci d'avoir arrangé tout ça pour nous puis nous avoir fait découvrir une partie de tes origines ici à Laval. Merci. Et évidemment, vous pouvez rejoindre Nick à absolutedisco.com si vous avez à organiser un événement, que ce soit corporatif ou autre. Et on peut aussi le rejoindre au 514-998-7676. Le cabinet très connu d'Anton Rainville, société dans le domaine du droit commercial, a inauguré officiellement ses nouveaux locaux de Laval le 12 mars dernier, situés au Centropolis. Nous étions évidemment présents pour vous et nous nous sommes entretenus avec son président, Maître Jean-Jacques Rainville. On
est dans l'ancêtre du cabinet Dunton Rainville et j'ai avec moi Maître Rainville. Merci d'avoir pris de votre temps qui est calculé et très précieux pour nous accueillir dans vos bureaux. Bien, c'est un grand plaisir de vous recevoir puis de vous faire voir nos installations ici, qui est, dans le fond, la mère de nos autres cabinets, le cabinet de Montréal, qui a été fondé il y a déjà maintenant plusieurs décennies. Alors, par des gens qui ne pratiquent plus, qui sont retraités, mais qui se sont associés à notre succès au fil des années. Mais Maître Rainville, ça fait quand même depuis les années 70 qu'en 75, vous avez été à l'Université de Sherbrooke, en 76, votre admission au barreau et en 79, votre maîtrise en droit du travail. Donc, vous avez une grande implication. Ça a commencé comment, cette flamme-là de dire, moi, je veux être dans le droit et défendre les causes? Alors, oui, c'est la scolarité que j'ai fait en droit du travail, au niveau de la maîtrise seulement. Mais écoutez, c'était tout jeune. Mon choix de carrière s'est imposé de soi, puisque je pense que j'étais à l'école primaire quand j'ai décidé de devenir avocat. D'ailleurs, à l'université, on avait 3 choix. Et premier choix, j'ai indiqué droit, deuxième choix droit et troisième choix droit. Alors, c'était pas très difficile. Il n'y avait pas un grand souci d'orientation à ce moment-là. Superbe. Et maintenant, vous avez, parce que les cabinets Dunton Rainville, vous en avez à Montréal, à Longueuil, à Joliette et maintenant, depuis décembre, à Laval, qu'on va inaugurer le 12 mars, tout ensemble. En fait, il s'agit d'un nouveau cabinet ou d'un nouveau lieu, puisqu'on occupe déjà depuis une vingtaine d'années des bureaux à Laval, mais ce sont de nouvelles installations magnifiques qui sont situées au Centropolis, de biais avec le Palais de justice et qu'on va inaugurer officiellement le 12 mars prochain. Écoutez, comment on fait, parce que à part la hantise de perdre en tant qu'avocat, qu'est-ce qui serait la chose la plus difficile dans votre métier? Bien, c'est le sentiment qu'il y a une injustice pour quelqu'un. Vous savez, souvent, on pense que le rôle des juges, c'est d'appliquer la loi. Et bien sûr, c'est le rationnel de la fonction. Mais derrière ça, il n'en demeure pas moins que dans tous les cas, on voudrait que ce soit juste. Donc, qu'il y ait justice de rendu. Et notre plus grande hantise, c'est qu'il y ait une injustice. C'est que des personnes soient victimes, que des institutions soient victimes d'une injustice. Alors, le rôle de l'avocat, c'est bien sûr d'essayer de faire en sorte que justice soit rendue pour son client. Et votre plus grande satisfaction, à part de gagner, parce qu'on sait très bien que c'est le fun de gagner, mais à part ça, ce serait quoi votre satisfaction? C'est de faire évoluer le droit aussi, parce que quand on est confronté à une difficulté particulière, souvent on a à essayer de voir une façon différente de traiter le dossier, une approche qui tienne compte de l'évolution de la société, du droit constitutionnel, des droits fondamentaux de chacun. Donc, de faire en sorte qu'il y ait une décision qui tienne compte de cette évolution-là, donc de contribuer à l'avancement de la société. Vous avez plus d'une centaine de professionnels, que ce soit avocats, notaires. Des conseillers en relations de travail, parce que depuis longtemps, on rend des services en matière, par exemple, de santé et sécurité au travail. Donc, on a une équipe d'une centaine de professionnels qui comprend autant des notaires, des avocats que des conseillers en relations de travail. Et ces gens-là se sont joints à nous graduellement, puisque en 1988, environ, on était une douzaine de professionnels. Alors, on a connu de la croissance tous les ans depuis cette époque, de façon à être aujourd'hui près d'une centaine. À Laval, pourquoi on a choisi d'être impliqué au niveau de la ville de Laval? D'abord, Laval, c'est une communauté qui a beaucoup grandi et qui continue de grandir. Hein? Vous savez que Laval a une histoire de croissance exceptionnelle et il faut être là où les gens se trouvent. Le monde évolue, nous aussi, on doit changer, évoluer et se rapprocher là où ça se passe. Et ça se passe à Laval aujourd'hui, donc il faut être dans ce marché-là. Et vous êtes impliqué dans le 50e, de quelle façon? Alors nous, notre contribution est dans le fond une contribution de support. Elle est modeste parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont contribuer. Mais il faut non seulement être présent, mais il faut faire partie du milieu. Donc, répondre aux sollicitations qui nous sont proposées pour être des acteurs non pas passifs, mais participants aux activités du milieu dans lequel on s'implante. Parlez-nous de l'avenir
en fait, on regarde ça comment? Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ça fait quand même 60 ans que le cabinet est en existence. On voit l'avenir comment? Alors, l'avenir se passe par nos jeunes avocats, d'abord. Je pense que c'est très important, le recrutement, participer de la culture du cabinet et, par la suite, s'impliquer dans son milieu, s'impliquer auprès des gens qu'on veut représenter. Donc, quand on s'installe dans des nouveaux locaux, par exemple à Laval, d'abord, c'est parce qu'on croit beaucoup à ce marché. On croit beaucoup que Laval va continuer de connaître une grande croissance et nos gens vont continuer de s'impliquer dans leur communauté, au service de leurs concitoyens et des institutions de leurs concitoyens. Ça, c'est très important et ça fait partie de l'ADN du cabinet. Maître Rainville, c'est tout un honneur que d'avoir été en votre présence. Merci de nous avoir donné de votre temps. Bien, merci d'être venu nous visiter et puis au plaisir de vous revoir. On sait tous que les graffitis, aussi superbes soient-ils, sont considérés illégaux. Mais saviez-vous qu'il en découle maintenant un art qui, lui, est légal? Découvrons ensemble le muralisme. En regardant ce qui suit, on apprendra dans ce segment les dessous de cet art qui prend de l'expansion en vous présentant un artiste lavallois de souche qui pratique et vit maintenant de cet art, M. Olivier Godette. Olivier, t'es vraiment pour moi une histoire inspirante. C'est vraiment le fun. Du rêve à la réalité, ça fait longtemps que tu travailles à vivre de ton art et après toutes ces années-là, ça fait déjà 2 ans que tu vis de ça. C'est vraiment sharp. Alors, merci d'être avec nous. Écoute, comment c'est la différence entre le graffiti et ton art qui est le muralisme? La différence, je dirais que le graffiti, c'est tout ce qui est un peu illégal. Dès que ça devient légal, on parle plus de graffiti, mais plus d'art, plus de mural. Là. Il y a une entente, dans le fond, entre un entrepreneur et l'artiste en tant que tel, ça devient du muralisme. C'est ça, exactement. On a parlé auparavant, Olivier, avec le président de Maeva Surf, Jean-François Desrochers, et sincèrement, là, il a vraiment vanté. Mais c'est ça, tu as fait ça en 3 étapes qu'il nous disait. Donc, ça fait partie... Écoute, c'est colossal, ce projet-là. Un de mes plus gros projets ici, là, en termes de superficie, là, ça a commencé avec la vague au mur, là. Après ça, on a fait le projet avec Tourisme Laval sur le mur du fond. Puis après ça, on a habillé la terrasse en faux bois. C'est vraiment cool pour moi d'avoir à pimper, si on veut, une place comme de surf c'est très cool, là. Tu as 2 projets qui est côte à côte avec le 50e. Ils t'ont demandé de faire 2 murales, un à Saint-Vincent-de-Paul et l'autre à Sainte-Dorothée. Oui, c'est ça. C'est dans le cadre des projets citoyens que les citoyens proposaient pour le 50e, dont c'est une murale à la Maison des jeunes de Sainte-Dorothée. Et l'autre, c'est un organisme qui s'appelle le Relais communautaire Saint-Vincent-de-Paul, où que c'est un mur d'une ancienne caserne de pompiers. C'est un édifice patrimonial. Puis je vais faire un peu comme si c'était le secteur de Saint-Vincent-de-Paul, mais dans les années 50, un peu vieillot. Là. C'est ça que je vais essayer de reproduire là, au courant de l'été. Là. Parle-nous des obstacles, parce que c'est sûr et certain que pour réaliser ce que tu es en train de réaliser, c'est pas facile et il y a des fois où on se pose la question « Coudonc, je suis vraiment en train de faire la bonne affaire? » Donc, parle-nous de ça, les obstacles, là, autant familial que social. C'est sûr qu'en étant travailleur autonome, je suis à la merci un peu de mes clients, puis de répondre à la demande. Puis donc, c'est dur sur l'horaire de joindre travail, famille, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un côté qui est plus, si on peut dire, un obstacle, là, mais... T'es la preuve vivante qu'on peut les surmonter parce que t'as réussi
tout ce que tu voulais entreprendre, puis c'est pas terminé. Tu as plein d'autres projets que tu veux réaliser aussi. Ouais, j'aimerais ça. J'ai réussi ceux-là, j'espère réussir les autres. Fait qu'un jour à la fois, comme on dit. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes qui nous regardent puis qui désirent eux aussi, là, puis ils sont pas certains si c'est vraiment la bonne voie là, pour mettre une force de persévérance? Alors, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, de croire en soi puis d'être patient aussi. Tu sais, de pas abandonner, là. Tu sais, se faire dire non, là, faut se faire dire non 20 fois avant d'avoir un oui. Fait que faut être patient. Faut l'attendre, ce oui-là, parce qu'il vaut la peine. C'est ça, puis d'y croire, puis il va venir, puis oui, ça va venir tout seul, là. Quand on parle du rêve à la réalité, tu vas nous apporter avec toi pour aller voir les projets que tu as réalisés et quelques-uns de ces projets-là, c'était vraiment un rêve que tu chérissais de pouvoir faire. Ouais, c'est ça. Je vais vous amener voir des places, des murs depuis que j'étais jeune ado, que je me disais un jour, là, j'aimerais ça se faire ce mur-là. Puis là, ben, je peux dire que je les ai réussis, puis c'est ça que je vais vous amener voir. Puis aussi, je vais vous amener voir des projets que j'ai faits pour la ville, pour un programme qui s'appelle la revitalisation urbaine intégrée. Fait que ça aussi, c'est des beaux projets que j'ai été chanceux d'avoir avec la ville, là, que je vais vous amener voir. Là, on est vraiment devant un de tes rêves. Ça faisait longtemps que tu voulais faire une murale et voilà, c'est fait. Ça t'a pris combien de temps de faire ça? Ce mur-là, ça m'a pris environ 2 semaines. 2 semaines à tout faire une couche de fond, puis tracer les speakers, puis les boutons, puis tout ça. Puis le mur du côté aussi. Fait qu'un bon 2 semaines de travail, là. Puis ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'étais allé l'achaler plusieurs fois. Au début, il voulait rien savoir, il comprenait pas trop mon idée. Puis là, j'ai pris une photo de la bâtisse. Je l'ai imprimée en noir et blanc, puis j'ai dessiné dessus. Puis là, j'ai dessiné le radio, j'ai montré. Puis là, il a dit « Ah, OK, on essaye ça. » Fait que... Et voilà, aujourd'hui, c'est fait. Détermination, mission accomplie. Bravo! Ben merci. Moment nostalgique ici, on prend une minute de silence. Ben non, c'est des farces! c'est effectivement un moment nostalgique parce que c'est vraiment ton premier projet. Oui, c'est mon premier projet ici, Primo Vélo. C'est en 2002 que j'ai fait ça ici. J'ai approché le propriétaire, M. Primo, puis j'ai fait un dessin encore de ce que je voyais sur sa bâtisse. Puis il venait de rénover parce que ça avait passé au feu à l'époque. Puis il y avait des graffitis, tout ça. Puis je disais, hey, peut-être que si on fait ça, ça va aider à ce qu'il n'y en ait plus. T'sais. Superbe de beaux projets ici. Merci. Mais merci aussi aux élèves de 6e année de l'école Simon Vanier. Dans le fond, c'est un peu... le cirque ici, c'était une idée de la directrice. Puis dans le fond, c'est les élèves qui ont fait leur dessin de la murale. Il y avait une image du mur en noir et blanc, puis ils dessinaient comme si c'est eux autres qui créaient la murale. Fait que là, moi, j'ai tout ramassé ça, puis j'ai pris les dessins, puis j'ai fait leur dessin sur le mur, puis avec des ateliers de participation, ils venaient, puis eux autres même, ils remplissaient là, l'éléphant, les bonhommes, toute la foule qu'on voit, là. Tous les jeunes, ils venaient, puis tour à tour, ils faisaient un petit push sur le mur, puis c'est ça qui faisait la foule. Est-ce que c'est eux qui ont fait, ils t'ont aidé à faire les cubes aussi? Ou? Ouais, les cubes, toutes là, on a fait une dizaine d'ateliers avec eux. Fait que c'est leur projet, c'est leur réalisation. On est devant la murale du projet de revitalisation urbaine de Laval. Ça fait déjà 2 ans que vous travaillez sur le projet main à main avec Laval. Oui, c'est ça. Ça, c'est le programme de RUI qui appelle Revitalisation urbaine intégrée pour intégrer la communauté à participer au projet de revitalisation.
Ici, ça a été beaucoup avec les jeunes. C'est toutes des idées des jeunes, encore un peu comme à l'école Simon-Vanier. Fait qu'ils sont venus aussi participer là, à remplir certaines sections du mur. Je leur donnais aussi des petites façons, de différentes façons de travailler. Tu vas montrer des techniques. Oui, exactement. Fait que c'était très, très, très cool, ce projet-là. Fait ça l'été dernier. C'était le but exactement? Le but, c'est de revitaliser des secteurs un petit peu plus défavorisés de Laval, comme ici à Chemédé aussi, Pont-Viau également. Mais dans ce cas-là, c'était plus ici, là, à Place Saint-Martin. Ça l'aide aussi au niveau de l'estime de soi, beaucoup pour ces jeunes-là. Bien, ça crée un sentiment d'appartenance aussi en même temps, je crois, pour les jeunes qui ont participé à ça, quand ils vont repasser dans le coin dans 10-15 ans, la murale va être encore là, puis ils vont pouvoir dire hey, quand j'étais jeune, j'habitais ici, puis c'était trippant, là, on a fait une murale, puis tout ça. À partir de votre imagination collective à tous. Oui, exactement. C'est encore une fois, là, au départ, tous les jeunes avaient une photo du mur avec rien dessus. Puis ils venaient dessiner là, comment ils voyaient la murale. Puis là, à partir de ça, moi, j'ai ramassé ça, puis j'ai fait un croquis officiel qu'on a présenté ici à l'OMH puis à la ville pour qu'ils nous ont donné le go là, pour faire la murale. Superbe initiative. Merci, Olivier. Ça fait plaisir. Mercredi 1er avril 2015 à 20h à la salle Claude Potvin de l'école curé Antoine Labelle. Donc, l'adresse apparaît au bas de votre écran. C'est la présentation du spectacle Création théâtrale contemporaine. C'est des histoires et des gens. C'est inspiré des faits divers ayant jalonné l'histoire contemporaine de Laval. C'est les jeunes artistes du programme Art-Études qui mettront en scène cette pièce de leur cru, écrite en collaboration avec l'auteur du théâtre François Archambault. On vous avait annoncé en décembre les 3 ateliers d'écriture grâce à la collaboration de la CRE de Laval, de la CSDL du Courrier Laval ainsi que de la Corporation des célébrations 2015 à Laval, qui, pour les élèves de plus de 40 classes, recevront la visite des animateurs des productions Le Petit Monde. Eh bien, ça se clôturera le 15 avril prochain. Il vous reste encore un peu de temps pour y participer et connaître tous les détails du concours. Je vous en donne quelques trucs. Pour s'inscrire officiellement, remplissez la fiche d'inscription que vous pouvez trouver au www.lepetitmonde.ca/règlement avant la date limite du 15 avril 2015. Bonne chance à tous! Alors, la CPE Force Vive fête le 50e anniversaire de Laval. On vous propose ce qui suit plusieurs activités durant l'année à partir du mois d'avril pour promouvoir l'importance de l'activité physique dès la petite enfance. Les familles seront invitées à découvrir des parcs de leur quartier grâce à une programmation spéciale axée sur les sports et les loisirs. La première activité, c'est le lancement de la programmation et des bacs à bouger. Ça sera le 21 avril prochain 2015. L'heure reste toujours à être déterminée. C'est au centre de la petite enfance Force Vive et l'adresse apparaît au bas de l'écran. 26 avril prochain 2015 à 14h. Spectacle et collaboration bénévole pour le spectacle du projet des Cowboys fringants, un arbre pour tous, à l'occasion de la Semaine lavalloise de la Terre. Donc, ça va être au centre de la nature, l'adresse au bas de l'écran. Là où sera planté plus de 10 000 arbres en 2015 pour souligner le 50e. C'est vraiment le fun. On va ainsi créer la forêt du 50e. Le tout est inscrit dans le cadre du projet En route vers le 22 avril 2017 qui vise la plantation de plus de 375 000 arbres dans la ceinture verte du Grand Montréal. Donc, c'est le résultat d'une collaboration entre Jour de la Terre Québec, Fondation David Suzuki et la Fondation des Cowboys fringants. Avec la participation de la Bibliothèque publique de Laval, on vous convie aux 50 lectures publiques spontanées dans 50 lieux très achalandés. Ça met un relief sur les auteurs lavallois, l'histoire de Laval et sa vitalité actuelle. Le tout est tiré de romans, poèmes, livres de jeunesse ou encore des écrits des citoyens. Les lieux de lecture sont gardés secrets jusqu'à leur présentation. Alors, certains événements seront captés sur pellicule. On vous invite à aller sur le site du 50e, 50ans.laval.ca pour plus de détails.
Lorsqu'une personne subit un AVC et perd une de ses facultés, elle réussit souvent à découvrir et à en exploiter d'autres. L'AVC Aphasie Laval fera découvrir ce que peut accomplir une personne ayant subi ce type de traumatisme grâce à une exposition itinérante de 20 toiles réalisées par des personnes aphasiques. Ces toiles montrent des moments de leur vie, leurs rêves, leurs activités et leurs problématiques quotidiennes. Elles seront exposées à l'Hôtel de Ville de Laval et dans les bibliothèques de la ville à partir d'avril jusqu'en décembre 2015. Les détails des horaires de l'exposition seront donnés un petit peu plus tard. Donc, on vous invite à aller sur le site web de Laval ou directement au avcaphasielaval.ca. On vous propose un concours d'embellissement floral. Donc, c'est au printemps 2015, la Fondation du Centre de la Nature et la Corporation des célébrations du 50e vous proposent un concours pour encourager les Lavallois et Lavalloises à embellir leurs propriétés. Alors, le concours d'embellissement floral se divise en deux grands volets, donc le résidentiel et le commercial institutionnel. Les participants seront jugés sur l'aménagement du parterre, évidemment, comme le balcon, la façade et le jardin. Donc, un montant de 2 000 $ est prévu en prix. Les détails du concours et des modalités se trouvent sur 50ans.laval.ca. On vous tient occupé jusqu'à la fin du mois d'avril. L'organisme de l'École Saint-Norbert présente deux événements. Donc, le spectacle musical Ici le monde. C'est le 28 et le 29 avril 2015 à 19h et ça a lieu à l'École Saint-Maxime. Le lancement du recueil des histoires témoignages partagés par des spectateurs saisis par les élèves durant la tournée du spectacle se fera, lui, en octobre 2015, toujours à l'École Saint-Norbert. Voir les détails sur le site 50ans.laval.ca. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour la troisième de cette nouvelle émission à votre image, Laval 50 ans ma ville, ça se raconte. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode le 19 avril et pour être sûr de ne rien manquer, cette émission sera en rappel d'ici là 4 fois semaine et disponible bien sûr sur nos réseaux sociaux de TV Laval au bas de l'écran. Laval, c'est à ton tour. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Saint-Mylène Rompré.